Bonjour à tous. Actuellement, il y a quelques participants, mais je pense que ça va augmenter vite là, dans les prochaines minutes. Bonjour à tous. On est aujourd'hui réunis pour un webinaire sur l'éco-conception textile, pendant lequel on va définir qu'est-ce que l'éco-conception textile, les enjeux qui existent aujourd'hui autour de ce type de produit, notamment les enjeux environnementaux, évidemment. Et on va voir aussi concrètement qu'est-ce qui peut être mis en place pour améliorer l'empreinte environnementale, et notamment grâce à Adèle qui travaille chez Refashion et Thomas qui a mis en place une démarche chez 1083. Du coup, ce webinaire, il sera enregistré donc pour les personnes qui n'ont pas pu participer, ils pourront le revoir en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Clara Barry, donc ingénieure conseil en éco-conception au pôle éco-conception. Je présenterai un peu, juste après, ce que c'est le pôle. Mais rapidement, du coup, moi, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises du secteur textile pour intégrer l'éco-conception dans leurs activités. Donc, ça peut être par la formation, donc pour expliquer qu'est-ce que la méthode et comment la mettre en place, ou par l'accompagnement, donc en réalisant des analyses de cycle de vie, donc des évaluations environnementales, et en accompagnant au choix de la bonne solution pour réduire au mieux l'impact environnemental sur le cycle de vie d'un produit textile. Et donc, je suis accompagnée d'Adèle et Thomas. Je vous laisse vous présenter. Je commence. Bonjour tout le monde. Du coup, je suis Adèle Routiot et en charge de l'éco-conception au sein de l'éco-organisme Refashion. Donc, je laisse un peu de suspense puisque c'est l'objet de ma présentation derrière. Qu'est-ce que l'éco-conception chez Refashion? Donc, je n'en dis pas plus. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Thomas Uriez, je suis le fondateur de 1083. On est une marque de jeans et de baskets relocalisées et éco-conçues au maximum qu'on a créée en 2013. Et aujourd'hui, pour situer l'entreprise, on est une centaine d'emplois directs et 150 emplois indirects dans la filière du jean en France que on a recréé grâce à la reconstruction de cette offre-là. Merci à tous les deux. Du coup, aujourd'hui, comme ils l'ont dit, donc voilà comment ça va se dérouler l'heure qu'on va passer ensemble. Je vais d'abord faire une présentation des enjeux liés à la filière textile et présenter un peu en quoi l'éco-conception permet de répondre à ces enjeux. Et ensuite, du coup, je donne la parole à Adèle, puis à Thomas. Et à la fin, donc, il y aura 15 minutes d'échange. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et on les reprendra à la fin de l'heure pour les poser et avoir des réponses. Donc, juste pour introduire ce webinaire, pour bien comprendre dans quel contexte il s'inscrit. Donc, le pôle éco-conception, c'est l'association avec laquelle je travaille. Donc, on est le Centre national de ressources sur l'éco-conception en France. Et notre objectif, c'est d'augmenter la performance des entreprises et de créer de la valeur. Et pour ça, on utilise la pensée en cycle de vie. Donc, on se place en dehors du cycle de vie d'un produit et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut agir à chacune des étapes. Alors, juste, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran ou pas, en fait. Oui. Oui, on voit. Ok, super, j'ai eu un petit bug. Du coup, oui, ce que je disais, c'est donc on se place en dehors du cycle de vie et on essaye de voir à chacune des étapes où se situent les impacts, sur quel indicateur environnemental et où est-ce qu'il faut concentrer ses efforts pour réduire au maximum l'empreinte environnementale globale de notre produit. Et donc, on a 4 axes d'action: inspirer, stimuler, agir et consolider. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre d'Inspirer. Donc, on va publier des retours d'expérience, on va réaliser des webinaires pour justement diffuser l'éco-conception au plus grand nombre. Stimuler, c'est plus sur les territoires. On essaye de créer des synergies entre les entreprises et que chaque retour d'expérience profite aux entreprises qui sont à côté sur le territoire. L'action, donc c'est l'action de former les entreprises et de les accompagner. Et consolider, c'est fournir des outils pour mettre en œuvre plus facilement ce concept en entreprise. Et donc, dans cet axe d'Inspirer, c'est dans ce cadre-là qu'on se retrouve aujourd'hui, et notamment pour le lancement d'un document qui s'appelle un éco-concept et qu'on sort en lien avec l'ADEME. Donc, l'objectif de ces documents, qu'on a appelé éco-concept, c'est de définir un concept en lien avec l'éco-conception textile. Pardon. Du coup, ce document, il est sorti là ce matin. Je vais vous mettre le lien dans le chat, d'ailleurs. Et donc, vous pouvez y accéder gratuitement. En fait, ce dont on va parler aujourd'hui, on le retrouve dans ce document, mais en un peu plus approfondi.
Et donc, on va parler des enjeux qui sont relevés, comme on va le faire là, des fondements du concept, les avantages et les bénéfices donc, que l'éco-conception apporte au secteur textile, mais aussi les risques et les limites associées, les aides mises en place, et on a aussi du coup le retour d'expérience de 2083 donc, sur la démarche d'éco-conception qui a été mise en place. Donc, il suffit de s'inscrire au site internet du pôle éco-conception pour accéder à ce document. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, donc il y a ce document, et aussi, si vous voulez aussi approfondir, on fait des formations, et notamment 3 modules de formation en ligne, là, dans les prochains jours, mais on fait ça tous les trimestres, donc si vous voulez en savoir plus à la fin, n'hésitez pas, puisque du coup, c'est un service qu'on propose aussi. Donc je vais commencer tout de suite sur les enjeux autour des produits textiles. Je vais faire un panorama assez rapide et balayer vraiment les enjeux principaux à prendre en compte quand on cherche à réduire l'empreinte environnementale de ce type de produit. Et ensuite, du coup, je laisserai la parole à Adèle et Thomas qui expliqueront comment eux, ils relèvent ces enjeux-là. Donc, voilà. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, les enjeux principaux autour du cycle de vie d'un produit textile. Alors, il y en a plusieurs qui sont de différentes natures. Et donc là, je vais vous présenter ceux qui sont en lien avec l'environnement. Donc, avant tout, il y a la consommation d'eau, qui est un des enjeux principaux à prendre en compte, donc un indicateur, et qu'on retrouve principalement sur l'étape de l'irrigation du coton dans les champs, qui est en fait, dans le cycle de vie, l'étape dans laquelle on a le plus de consommation d'eau, si on est sur un produit en coton, bien sûr. Et on a aussi l'étape de lavage qui utilise quand même une partie de cette consommation d'eau sur le cycle de vie. Ensuite, on a aussi beaucoup de substances chimiques qui interviennent et qui sont un enjeu majoritaire et qui entraînent une pollution des écosystèmes aquatiques notamment. Donc à la fois dans le champ de coton avec la consommation de pesticides et d'engrais, mais aussi en fabrication et beaucoup en ennoblissement pour tous les pigments et autres substances qui sont utilisées pour donner des propriétés au textile et qui sont ensuite derrière relâchés dans les eaux usées, qui ne sont pas forcément traitées par les usines derrière en fonction du pays, des standards environnementaux du pays. Ensuite, on a aussi à l'utilisation, à l'entretien des textiles, avec le relargage des microplastiques dans les océans et l'utilisation de la lessive aussi. Et on a un enjeu évidemment sur les émissions de gaz à effet de serre, mais ça on le retrouve donc sur différents types de secteurs, mais c'est du coup un indicateur un peu plus sociétal aujourd'hui, et donc à prendre en compte aussi dans le cycle de vie d'un produit textile, vu qu'il y a quand même des émissions importantes, et notamment en lien du coup avec la consommation de ressources fossiles pour la production d'électricité en fabrication, et aussi du coup pour la production des fibres plus synthétiques. Ensuite, en fin de vie, on a l'enjeu au niveau du tri et du recyclage, donc de la revalorisation des produits en fin de vie. Mais là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que Adèle en parlera mieux que moi. Le lien avec ces enjeux, c'est aussi la réglementation, puisque aujourd'hui, la loi AGEC nous donne des exigences environnementales sur les produits textiles depuis récemment. Et du coup, ça touche à la fois des enjeux de fin de vie, d'information aux consommateurs et donc de traçabilité qui sont importants à prendre en compte. Et il y a deux derniers enjeux dont j'aimerais vous parler qui sont à prendre en compte, qui sont la mondialisation, notamment, puisque la mondialisation de la chaîne de valeur textile aujourd'hui, elle est assez généralisée quand même, et ça freine notamment la traçabilité qui est demandée, et ça entraîne des dérives environnementales. Donc c'est aussi un enjeu important. Et le dernier, ce serait la durée de vie des produits, et notamment des vêtements, puisqu'aujourd'hui, la durée de vie effective d'un vêtement n'est pas égale à la durée de vie réelle. Ils sont jetés bien avant qu'ils ne soient plus fonctionnels. Et donc, voilà, il y a un enjeu sur l'augmentation de la durée de vie de ces produits-là. Donc, on peut placer ces enjeux un peu partout autour du cycle de vie d'un produit textile. Et au centre, j'ai placé donc les attentes des consommateurs et des médias.
puisque aujourd'hui ces enjeux ils sont quand même assez connus et en tout cas ils le deviennent de plus en plus. Et donc voilà, les marques et les entreprises sont quand même attendues sur ces aspects pour réduire leurs impacts sur tout cela, tout ce que j'ai mentionné. Et du coup, le greenwashing aussi est au centre du sujet, puisque voilà, il y a eu quelques sujets et aujourd'hui, on veut des actions concrètes et pertinentes pour réduire les impacts environnementaux. Donc maintenant, je vais vous lancer un petit sondage pour avoir votre avis sur parmi les enjeux que j'ai cités. Donc, je vais en lister certains. À votre avis, alors, je vais juste lancer tout de suite. Est-ce que vous avez le sondage en face des yeux? Non, c'est bon, je l'ai. Ok, voilà, c'est bon. Donc, c'est sur quel enjeu l'éco-conception permettait d'agir? La pollution des écosystèmes aquatiques, le changement climatique, la transparence de la chaîne de valeur, la réglementation ou la qualité des produits. Mais ça peut être aussi plusieurs réponses. Les avis sont partagés. Alors, je vais clôturer le sondage. Donc voilà les résultats. On a 92% qui pensent que l'éco-conception permet d'agir sur le changement climatique, 86% pour la pollution des écosystèmes aquatiques, 76% sur la transparence de la chaîne de valeur, 38% sur la réglementation et 72% sur la qualité des produits. Ok, alors il s'avère que vous avez tous raison. En fait, l'éco-conception permet de répondre à chacun de ces enjeux. Donc, au final, la réglementation, c'est celui peut-être qui est le moins ressorti. Mais pour le coup, la loi AGEC impose ses exigences notamment pour réduire les impacts et pour augmenter la durée de vie des produits et valoriser la fin de vie. Donc, en fait, indirectement, ça va aussi agir sur la réduction des impacts environnementaux. Et la qualité des produits aussi, on va en parler juste après. Alors, donc, juste pour revenir sur l'éco-conception, pour le coup, vous avez raison en disant que, évidemment, l'objectif de l'éco-conception, c'est de limiter les impacts environnementaux négatifs qui interviennent au long du cycle de vie du produit. Donc là, on retrouve tout ce qui est changement climatique, pollution de l'eau, consommation de ressources, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'objectif premier. Mais en fait, ça agit sur d'autres types d'enjeux plus sociétaux, comme la réglementation, du coup, parce que ça anticipe finalement les réglementations environnementales. Ça optimise aussi, ça permet d'optimiser la valeur du produit, puisque plus la durée de vie du produit est longue, plus il va remplacer d'autres produits et donc ça va réduire l'impact environnemental global. Donc en éco-conception, c'est plus intéressant. Ça contribue aussi à augmenter la transparence puisqu'on va essayer de réduire les impacts sur chacune des étapes du cycle de vie. Donc pour les réduire, il faut d'abord avoir les informations. Et donc voilà, d'abord on a la transparence avant de pouvoir agir finalement. Et ça rend aussi la communication sur les enjeux environnementaux plus facile et plus juste, puisque une fois qu'on sait où est-ce qu'on peut agir, qu'on a agi, qu'on a identifié quel était là où il fallait agir, et on peut communiquer sur des arguments environnementaux, des actions qu'on a mis en place et qui sont pertinentes. Et donc, ça permet d'éviter le greenwashing. Donc voilà, tous les enjeux que je vous ai listés, au final, l'éco-conception est une réponse à leur apporter. Et pour conclure sur ce qu'est l'éco-conception, en plus d'être une réponse à tous ces enjeux qui sont aujourd'hui dans le secteur, c'est en fait simplement, on se concentre sur le cycle de vie d'un produit. Donc c'est vraiment le périmètre en fait sur lequel on va travailler et on va essayer d'agir sur différents indicateurs, donc sur différents critères environnementaux et notamment les enjeux dont je viens de vous mentionner.
L'objectif, c'est aussi de faire attention au transfert d'impact qu'il y a entre les différentes étapes du cycle de vie et entre les indicateurs environnementaux. Donc, si on agit sur la réduction de la consommation d'eau, il faut faire attention à que derrière, on n'augmente pas les émissions de CO2. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Alors, il y a toujours des transferts d'impact, mais il faut quand même essayer de réduire en fait, au maximum les transferts pour avoir quand même un gain environnemental de façon globale. Et le dernier aspect, c'est de faire des compromis, évidemment, puisque un produit éco-conçu, l'objectif, c'est qu'il remplace un produit non éco-conçu sur le marché. Donc, il faut quand même qu'il soit attractif pour les clients, qui répondent à un besoin et qui soit aussi rentable pour l'entreprise, puisque l'objectif, c'est derrière de démultiplier, de faire le plus de produits éco-conçus et que ça remplace tous les produits non éco-conçus. Donc voilà pour cette présentation rapide des enjeux. Maintenant, je laisse la parole à Adèle pour qu'elle nous présente le rôle de Refashion. Alors, je vais te donner la main pour changer le présentateur. Écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup Clara pour cette introduction à l'éco-conception. J'ai de mon côté 15 minutes pour vous parler de deux choses. Vous expliquer qui est Refashion et quelles sont nos missions. Et ensuite vous expliquer en quoi nous, en tant qu'éco-organisme, on travaille aussi sur l'éco-conception. Donc en quelques mots, Refashion, qu'est-ce que c'est? C'est un éco-organisme qui agit dans le cadre de la réglementation REP, qui signifie responsabilité élargie du producteur et qui incombe aux producteurs metteurs sur le marché de textiles d'habillement, linge de maison, chaussures, d'assurer la gestion de leurs articles quand ils arriveront en fin de vie, donc de leurs futurs déchets. Et donc, ils ont la possibilité pour cela de transférer cette obligation auprès d'un éco-organisme qui assure pour le compte des entreprises la gestion des déchets. Donc, en l'occurrence, nous, on agit sur les déchets de textiles d'habillement, linge de maison et chaussures. Donc on existe depuis 2008 pour gérer cette filière de valorisation des déchets textiles et chaussures. Comment ça fonctionne, Refashion? On est dans un écosystème d'acteurs assez fort. On ne travaille pas nous seuls au sein de notre éco-organisme. On a en amont, sur le schéma que vous voyez à l'écran, tout en haut, ce qu'on appelle les metteurs en marché. Donc, ce sont les marques de textiles, d'habillement, linge de maison, chaussures, qui versent chaque année une éco-contribution à Refashion, donc qui est calculée en fonction du nombre de pièces qui sont mises sur le marché, qui sont vendues aux ménages français. Elles versent du coup ces marques une éco-contribution. Et l'idée, c'est que cette éco-contribution, Refashion ne la conserve pas, on est à but non lucratif, mais on la redistribue derrière sur toute la filière. Le premier poste d'affectation de cette éco-contribution, c'est auprès des opérateurs de tri. Donc une fois que les consommateurs se sont défaits de leurs textiles et chaussures usagés, soit dans des conteneurs dans la rue, soit dans des antennes associatives, tout ça c'est collecté et puis trié. Donc on soutient les opérateurs de tri pour séparer la fraction de ce qui est en bon état, ce qui peut être réutilisé, et de ce qui n'est pas en bon état et qui peut être recyclé ou alors valorisé d'une autre manière. J'y reviendrai après. L'éco-contribution, elle sert aussi à soutenir la communication que font les collectivités territoriales, donc les communes, les communautés de communes, etc., pour sensibiliser les citoyens à avoir les bons gestes de tri, à ne pas mettre leurs textiles usagés dans la poubelle d'ordures ménagères, mais bien à les déposer dans des points d'apport spécifiques. Voilà. Et le dernier poste important de dépenses de l'éco-contribution, c'est le soutien à la recherche. Donc l'appel à projet qu'on a tous les ans qui s'appelle le Challenge Innovation, où on soutient des projets d'innovation, de R&D pour développer en France et en Europe une industrie du recyclage qui soit la plus opérationnelle possible. Donc voilà en quelques mots comment fonctionne l'écosystème. Pour vous donner quelques chiffres, en 2020,
il y a à peu près 4096 marques, enfin du coup c'est précis, mais à peu près 4000 marques qui ont déclaré chez Refashion leur volume mis sur le marché. Et elles nous ont déclaré un peu plus de 500 000 tonnes de textiles et de chaussures qui ont été mises sur le marché. Sur ces 500 000 tonnes en 2020, on en collecte 200 000, donc soit à peu près 39% de la mise en marché. Donc tout ça sur tous nos points d'apport volontaires maillés sur le territoire français. Et trier à peu près 150 000 tonnes dans les différents centres de tri que l'on soutient en France et en Europe. Et donc après le tri, que se passe-t-il? La première destination des textiles et des chaussures qui sont collectés, c'est la réutilisation. 56,5% de ce qui est collecté et trié part dans un circuit de réutilisation, majoritairement à l'étranger et très minoritairement en France. Le deuxième poste, c'est donc le recyclage. Là, ici, ça représente à peu près 33% de ce qui est collecté, trié, via différentes technologies, j'y reviendrai. Et puis, il y a aussi des méthodes de valorisation énergétique, donc notamment le combustible solide de récupération, donc qui consiste à créer, avec la fraction de ce qui n'est ni recyclable ni réutilisable, des petits pellets qui remplacent des combustibles issus de sources non renouvelables. Et il y a aussi donc du coup la valorisation énergétique, où là on récupère la chaleur suite à l'incinération pour s'en servir comme énergie. Donc on a en fait seulement 0,4% des tonnages qui sont collectés, triés, qui n'ont aucune forme de valorisation, quelle qu'elle soit. Je souhaitais je vais vous présenter cette slide ce matin qui représente en fait sur mon graphique ce que l'on collectait il y a 10 ans à peu près. Donc ça représentait 100 000 tonnes. Ce que l'on collecte aujourd'hui, ce qui représente à peu près 200 000 tonnes, c'est ce que je vous présentais sur mes slides précédentes. Et demain, on a un objectif d'essayer de collecter 300 000 tonnes de textiles et de chaussures usagées. Si la collecte augmente, et c'est bien l'objectif de Refashion d'essayer d'accentuer la collecte pour trouver une solution de valorisation à tous ces textiles et chaussures usagées, ça veut dire qu'on les détourne de la poubelle d'ordures ménagères. Aujourd'hui, les vêtements et les chaussures restent dans les placards. Ils sont portés peut-être, pour certains, ils sont juste stockés sans être portés. Et malheureusement, d'autres vont finir dans la poubelle d'ordures ménagères. Donc notre objectif chez Refashion, c'est bien d'essayer de détourner tout ce gisement qui n'est pas collecté et du coup que ça n'arrive pas dans la poubelle d'ordures ménagères, et auquel cas qui n'aurait aucune forme de valorisation. Si on augmente la collecte, on va par essence augmenter dans la part de ce qui est collecté, la part qui est en mauvais état, donc qui ne peut pas être réutilisée. Donc c'est ce qui est représenté du coup en bleu sur ce graphique. On observe une tendance où la réutilisation baisse et qui va être accentuée si on augmente la collecte, puisque ce qui est aujourd'hui, ce qui reste dans les placards ou jeté dans les ordures ménagères n'est pas suffisamment en bon état pour être réemployé. Donc il va falloir réussir à mettre en place une réelle industrie du recyclage opérationnel, ce qui est représenté en jaune sur ce graphique, qui va pouvoir pallier à la valorisation de ces produits textiles qu'on va pouvoir récupérer. Donc il est urgent aujourd'hui de pouvoir développer une industrie du recyclage qui soit la plus opérationnelle possible. On a développé chez Refashion une cartographie qui recense, on va dire, toutes les solutions de recyclage existantes aujourd'hui, certaines à l'échelle industrielle, certaines à l'échelle plutôt pilote R&D, mais qui montrent effectivement qu'aujourd'hui il y a beaucoup de solutions qui se créent pour trouver des exutoires à tous ces textiles et chaussures qui sont non réutilisables. Donc je vous partagerai les slides, bien entendu, suite à ce webinaire, et je vous laisserai prendre le temps de lire en détail cette cartographie. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'il
il y a quand même beaucoup d'exutoires et une certaine complexité, beaucoup d'étapes avant d'arriver à refaire du fil ou avant d'arriver à refaire du non tissé, etc. Et qui dépend des matières qu'il y a en entrée et de beaucoup de paramètres. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les filières de recyclage, ça reste quand même aujourd'hui quelque chose de complexe et qu'il faut qu'on parvienne à développer dans les années à venir. Voilà, c'était mon petit point sur ReFashion et ce que l'on fait pour la fin de vie des textiles et des chaussures. Mais aujourd'hui, c'est bien un webinaire autour de l'éco-conception des textiles. Donc, petit recentrage. Pourquoi ReFashion choisit d'investir aussi des efforts autour de l'éco-conception? Parce que pour nous, l'éco-conception, c'est faire au final de la prévention des déchets. Donc, c'est sous cet axe que l'on aborde l'éco-conception au sein de ReFashion. Avant de rentrer dans le sujet et pour faire suite un petit peu aux éléments que vous a présenté Clara au début du webinaire, j'aime bien aborder l'éco-conception en précisant que il y a plusieurs niveaux en éco-conception, qu'on n'est pas quand on se lance dans une démarche d'éco-conception, c'est difficile d'atteindre tout de suite le niveau optimum, mais il faut bien commencer par un bout. Donc on va de l'éco-reconception à de l'éco-innovation, et forcément l'efficacité environnementale n'en sera que meilleure si on progresse de niveau en niveau en éco-conception. Donc le niveau 1, c'est ce qu'on appelle l'amélioration du produit. Donc c'est comment on peut agir sur les matériaux et les composants donc du produit actuel, du produit de référence. Donc là, ce serait par exemple passer d'un coton classique à un coton recyclé. Le niveau 2, ce serait la reconception du produit. Donc là, c'est comment on peut agir sur son architecture. Donc par exemple, lui trouver un patronage qui minimise les pertes de matière, donc du patronage zéro déchet. Le niveau 3, ce serait d'innover sur les fonctions du produit et donc de réaliser un saut technologique. Donc là, on voit par exemple les vêtements qui sont multifonctionnels. Donc on a vu par exemple des vêtements qui grandissent avec les enfants, ou des vêtements qui sont réversibles. Donc on dédouble ici la fonction du produit et ça permet de lui donner une vie qui est plus longue. Et puis le dernier niveau, ici, on est carrément sur un changement de modèle économique, où plutôt que de commercialiser un produit éco-conçu, on peut aussi commercialiser un service et plutôt s'orienter vers de l'économie de la fonctionnalité avec de la location, etc. Donc, avant de se lancer dans l'éco-conception, il est bon de rappeler que il faut bien passer par plusieurs niveaux avant d'atteindre une efficacité environnementale qui est optimum. On peut choisir plusieurs stratégies pour se lancer dans l'éco-conception. Je vous en ai fiché là sur ma slide 2 principales, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc moi, celle que je vous mets à l'écran, c'est l'éco-conception pour allonger la durée de vie et pour plus de circularité. Donc les concevoir pour durer, pour réparer, pour faciliter le désassemblage, le recyclage ou la biodégradabilité. Mais tout ça, comme le disait Clara, c'est une démarche de compromis en fonction de l'identité de la marque, l'offre des produits, etc. Ah, j'ai l'impression que mon partage d'écran a sauté. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est bon, c'est revenu. C'est bon, c'est revenu. Ok. Donc tout ça, c'est forcément une démarche de compromis. Et pourquoi je vous ai fléché ces deux actions d'éco-conception, ces deux stratégies d'éco-conception, c'est parce qu'aujourd'hui, ce sont les priorités de ReFashion pour réduire la quantité de déchets. Donc effectivement, on peut décider de travailler sur les matières, décider de travailler sur l'optimisation des procédés de production pour qu'ils soient moins énergivores, moins consommateurs d'eau. Mais ces deux-là
éco-concevoir pour allonger la durée de vie et éco-concevoir pour plus de circularité, nous tiennent à cœur chez Refashion, puisqu'elles vont permettre, in fine, si on conçoit un produit pour qu'il dure plus longtemps, ben on retarde le moment où ça devient un déchet et où il arrive sur les tapis de tri des opérateurs de tri. Et puis si on le conçoit pour qu'il soit plus facile à recycler, dès en amont, dès la phase de dessin du styliste, et ben on s'assure que quand il arrive en filière de valorisation, il était pensé pour être recyclé. Si je m'attarde sur le premier axe, qui est l'allongement de la durée de vie, moi je vois quatre grandes parties, quatre grandes critères pour travailler sur l'allongement de la durée de vie d'un produit. Le premier, ce serait d'essayer de favoriser un design qui est intemporel ou multifonctionnel pour que le consommateur s'en serve le plus longtemps possible. Le deuxième, ce serait d'augmenter les exigences qualité du produit. Donc, s'il a été pensé pour durer dans tous les tests qualité qui peuvent être menés sur la résistance des coloris, le boulochage, etc., ben, on lui assure une plus longue durée de vie. Travailler sa réparabilité, si le produit il est pensé pour pouvoir changer le zip, avoir des boutons de rechange, qui derrière il y a un service qui permet d'assurer la réparation, on allonge aussi sa durée de vie. Et puis j'insiste à nouveau sur le niveau 4 qui est le changement de modèle économique. Est-ce que pour allonger la durée de vie, plutôt que de commercialiser un produit, on commercialiserait pas plutôt la location d'un produit? Et puis le deuxième axe qui est éco-concevoir pour faciliter le recyclage. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Pour éviter l'utilisation de matières vierges, pour qu'on puisse récupérer la matière d'un produit afin d'en faire un neuf. Et puis pour faciliter la préparation au recyclage derrière, donc le désassemblage, retirer les accessoires, les zips, les points durs, etc. Et puis pour faciliter derrière le recyclage, donc déchiqueter, effilocher les matières. Donc il y a quelques bonnes pratiques pour cela, pour essayer de limiter les perturbateurs de recyclage sur un produit. La première étape, c'est d'essayer de faire l'inventaire sur un produit de tout ce qui le compose, donc les matières, les accessoires, le fil, les boutons, etc. De réfléchir à ce qui peut être supprimé, remplacé, voire remplacé dans l'idéal, mais il faut avoir en tête que plus un produit est minimaliste, plus il est facile à recycler. D'essayer de limiter les mélanges de matières, donc de privilégier le monomatière pour qu'effectivement on trouve à chaque matière sa filière de valorisation. Si on a des mélanges très complexes, c'est compliqué aujourd'hui de recycler les produits. D'éviter l'utilisation de fils métalliques, donc tout ce qui est lurex, etc. C'est très compliqué aujourd'hui de le recycler puisque ça dégrade la matière recyclée sortante, voire ça peut dégrader le matériel de recyclage. Limiter la proportion d'élastane. Dans la même idée, l'élastane lui aussi pollue la matière recyclée. Et les finitions épaisses de type induction, ce qu'on appelle les points durs, donc les pièces métalliques, les boutons, les zips, les rivets, etc. Je vais finir par une petite question. Pour vous, un petit sondage assez rapide. Quel pourcentage d'élastane est toléré afin de ne pas perturber le recyclage? Il y a trois options. Est-ce que c'est 1%, 5%, 10%? Je crois que Clara a lancé le sondage. Oui. Si ça fonctionne. Super. Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Ouais, je vois que 88% ont voté. Je pense qu'on peut clôturer le sondage si ça vous va. Effectivement, vous êtes nombreux à voter 51% pour 5% d'élastane, 45% pour 1%. Effectivement, le pourcentage qui est toléré, c'est 5%. Mais évidemment, les personnes qui ont répondu 1%, vous avez tout à fait raison aussi, puisque le mieux, ça reste de ne pas en mettre. Comme je disais, le monomatière, c'est à privilégier.
Je vais arrêter ma présentation ici parce que j'ai un peu débordé sur le timing pour laisser du temps à Thomas, bien sûr. Vous aurez mes slides post-webinaire pour comprendre quels sont les outils de ReFashion derrière pour, se lancer dans la démarche d'éco-conception. Et à noter que ReFashion a soutenu en 2016 un projet 2083 qui s'appelle le projet Mon Coton. Donc voilà, petite transition pour ta présentation, Thomas. Merci beaucoup. Merci Adèle. Top, eh ben, j'enchaîne en vous emmenant dans le monde du jean. Donc, comme je le disais au début, 1083, c'est une marque de jean et de basket relocalisée au maximum. Pour faire un jean, il y a 8 étapes. La matière première, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, c'est-à-dire la finition du tissu. Ensuite, la coupe, la confection et le délavage. Et donc, ces 8 matières, on cherche à les relocaliser. Pour la matière première, à travers le recyclage, grâce au projet Mon Coton qu'a cité Adèle. Ensuite, on a la filature en France, la teinture, tout ce qui est teinture réactive, donc classique, on l'a fait en France. Par contre, tout ce qui est teinture indigo, on le fait au plus proche en Italie, puisque l'outil de production, le dernier outil de production indigo en France a disparu dans les années 2000. Et avant de le relocaliser, il va falloir qu'on fasse des millions de jeans chaque année pour avoir la taille critique pour le faire. Donc pour l'instant, on le fait au plus proche. Ensuite, tous nos denims sont tissés en France, dans nos usines ou chez des partenaires. Ensuite, on coupe en France, on confectionne en France, on délave en France. Donc tout le reste du processus est fait en France. Pour compléter ce qu'ont dit Clara et Adèle, au-delà de l'éco-conception, je pense qu'il y a deux notions qu'il faut rappeler et qui sont même supérieures à la notion d'éco-conception. Quand on regarde le coût carbone d'un vêtement, l'éco-conception a une part significative, le transport un peu moins, et l'impact significatif en termes de CO2 dans la fabrication d'un vêtement, c'est l'énergie qu'il a demandé pour le faire. Et la chance que l'on a en France, c'est qu'on a une énergie qui est très décarbonée grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Et malheureusement, dans les pays voisins, même l'Allemagne, ou pire encore les pays d'Asie, le charbon est beaucoup plus prédominant. Et du coup, le coût carbone d'un vêtement est infiniment plus impacté par l'origine de l'énergie qui a servi à faire fonctionner ces filatures, ces teinturies, ces tissages, etc., que par le type de matière première, malheureusement. Donc ça, je voulais le rappeler parce que c'est très important de contextualiser l'éco-conception dans une globalité. C'est un point important, mais l'origine de l'énergie est encore plus important. Donc, fabriquer en France, c'est le moyen le plus efficace de diminuer l'impact carbone de la fabrication d'un produit. Et il y a un enjeu encore plus important, c'est que les vêtements qui ont le moins d'impact carbone sont ceux qu'on ne fabrique pas. Et pourquoi on fabrique et on consomme trop de vêtements? C'est une des questions majeures dont on ne peut pas faire l'économie, dont on ne doit pas faire l'économie. Et donc, il y a un enjeu qui manque à cette présentation, c'est l'enjeu de sobriété. La consommation de vêtements a explosé, la durée d'usage des vêtements s'est raccourcie. Adèle, tu as parlé de la durabilité matérielle des vêtements, mais malheureusement, il suffit de regarder dans vos garde-robes respectives, la plupart des vêtements que vous ne portez pas sont encore en bon état. Donc là encore, avant de parler de durabilité matérielle, avant de parler d'éco-conception et même avant de parler de l'origine de l'énergie qui fabrique les vêtements, l'enjeu majeur, c'est qu'on surconsomme et qu'on surproduit des vêtements. Et la durabilité qu'on doit chercher, c'est avant tout une durabilité immatérielle et émotionnelle des produits, presque plus qu'une durabilité matérielle, puisqu'il suffit de voir nos placards pour voir que nos vieux vêtements ne sont pas en mauvais état forcément, c'est juste qu'on n'a plus envie de les porter parce que c'est plus le style, etc. Donc en fait, pour moi, pour nous chez 1083, l'enjeu premier, c'est au niveau du design de faire, et au niveau de l'image de marque, de faire des produits qu'on a envie de porter durablement, longtemps. Donc en fait, il s'agit de jouer sur l'envie avant de jouer sur la qualité du produit. Et une fois que l'envie est assouvie, en quelque sorte, en donnant du sens au projet, au produit, à la consommation du consommateur,
bah, évidemment, faire la qualité la plus forte possible pour que le vêtement dure dans le temps. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu essentiel que je voulais rappeler, parce que éco-concevoir, c'est super, c'est notre responsabilité de metteur en marché, mais on a la responsabilité aussi de choisir des filières de production qui sont sobres au niveau carbone, et on a aussi la responsabilité de ne pas pousser à la surconsommation et à la surproduction, en se rapprochant des consommateurs pour comprendre leurs attentes et faire des produits qui suscitent le plus de désir, je dirais, et en même temps de limiter l'impact carbone de production relocalisée. C'est un peu trivial, mais je le dis souvent. Pour nous, la consommation de masse, c'est vraiment c'est Tinder en fait, c'est plan cul. C'est-à-dire que, en gros, quand on achète, on a un petit kiff, exactement comme un plan cul. Ça fait le job, c'est super. Mais en fait, après ça, pchit, quoi. C'est un peu creux, c'est pas la même chose qu'une histoire d'amour qui apporte beaucoup plus de choses que juste un plan cul. Et donc, en fait, notre enjeu, si on veut amener les gens à kiffer le produit qu'ils ont consommé, et ben en fait, il faut se désintoxiquer du plan cul en quelque sorte. Et pour ça, il faut créer une histoire d'amour entre le consommateur et le fabricant et la marque, en donnant du sens, du plaisir tout au long du processus. Avant d'acheter, au moment de l'achat, là c'est comme le plan cul, et puis après, tout au long de la vie du produit, en comprenant peut-être l'impact en termes d'emploi, d'environnement de son produit, en voyant son produit vivre dans le temps, se patiner, s'améliorer peut-être. Bah, tout ça, c'est le challenge que l'on a en tant que marque. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des marques, des entrepreneurs ou enfin, quelle que soit votre responsabilité en entreprise. En tout cas, cette notion de chercher à créer une histoire d'amour entre le consommateur et le fabricant, à notre sens, c'est le levier le plus puissant que l'on ait pour avoir un impact positif sur l'environnement, parce que ça pousse à la sobriété, ça pousse à la cohérence avec des cycles de production locaux, donc une énergie décarbonée, et ça pousse à l'éco-conception, puisque du coup, comme on a fait le job dans sa tête de la sobriété et de la relocalisation, ça n'a pas de sens de faire un produit sobre relocalisé qui n'est pas éco-conçu. Et donc, nous, on aime bien présenter les choses dans cet ordre-là, parce que ça nous paraît plus systémique en quelque sorte. Le deuxième enjeu que je voulais aborder, c'est par rapport à, pour compléter, là encore une fois, hein, je peux vous faire la litanie de nos jeans en coton bio, de nos jeans recyclés, nos projets de R&D sur mon coton, et j'y répondrai avec plaisir si ces sujets-là vous intéressent en question. Pareil sur le jean infini, qui est un jean qui est recyclé, recyclable et consigné. Mais j'aime bien l'idée de rebondir un peu sur ce que Adèle et Clara ont exprimé pour enrichir ou pour partager notre point de vue, le compléter en tout cas. L'autre enjeu que je voulais aborder, c'était par rapport à ce que disait Clara sur l'eau. On dit que le coton, c'est vraiment une fibre qui pose problème parce qu'elle consomme trop d'eau. Mais le problème, c'est pas qu'elle consomme de l'eau. Parce que si le lin pousse en France, en Normandie, c'est bien parce qu'elle consomme beaucoup d'eau. Ce qui est couillon, c'est de faire pousser du lin sur la Côte d'Azur ou en Égypte. Donc en fait, l'enjeu, c'est pas la plante en tant que telle, c'est quelle plante sur quel climat. Et il y a des climats où le coton ne demande aucun intrant. Nous, on choisit du coton bio de Tanzanie, qui est un coton pluvial, c'est-à-dire qu'il n'est pas irrigué et qui est sans pesticides parce qu'il est bio. Ben là, il n'y a pas de problème avec le coton en quelque sorte, puisqu'on du coup, on voit que quand une plante pousse dans un milieu qui lui est adapté, ben, ça fonctionne en quelque sorte. Et surtout, si on dégrade une des fibres, le coton par exemple, en disant bah, le lin c'est mieux ou le chanvre c'est mieux, en réalité ce sont des fibres qui ont des caractéristiques différentes et qui sont donc adaptées à des vêtements différents. Et si ce n'était pas le cas, qu'elles étaient toutes aussi parfaites que le coton, ou qu'elles étaient même mieux que le coton ou que sais-je, et qu'on avait l'idée du coup de faire pousser cette nouvelle fibre magique partout dans le monde, ça nous amènerait à une monoculture qui aurait les mêmes désagréments que la monoculture du coton qu'on produit trop et partout dans le monde. Donc, pour nous, chez 1083, notre axe, c'est de diversifier les fibres naturelles que l'on exploite, que l'on utilise, parce que du coup, ça permet de les sélectionner en fonction des lieux et des pays où elles sont plus adaptées en termes au niveau agricole. Donc, en fait, dans une logique, enfin, pour l'éco-conception des matières premières, on n'est pas dans une logique de remplacement d'une fibre par une autre, mais plutôt de diversification, parce qu'on considère que, quelle que soit la fibre, une monoculture est malsaine pour l'environnement et pour les gens et pour l'économie. Par contre, la matière première dont on a intérêt à massifier la production,
Pour nous, c'est l'économie circulaire, c'est le recyclage, parce que là, pour le coup, nos poubelles débordent, nos armoires débordent, nos usines débordent, nos stocks débordent. Et donc, du coup, ça, si on réussit à massifier majoritairement la production de nos vêtements à partir de ces fibres-là, alors on vide nos poubelles, on consacre une plus grande partie de nos champs à la production alimentaire qu'à la production vestimentaire. Et du coup, ben, on répond à tous les enjeux que pose la consommation de vêtements en France et dans le monde. Donc voilà, il est 45, j'ai réussi à essayer de tout condenser. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais c'est ce que je voulais partager par rapport, pour compléter ce qu'ont dit Clara et Adèle, qu'on partage totalement, et laisser un peu plus de temps aux questions s'il y a des sujets d'éco-conception sur des jeans ou des chaussures ou que sais-je qui vous intéressent. Merci beaucoup Thomas pour ce point de vue complémentaire. C'est vrai qu'au final, la sobriété, nous, on ne l'aborde pas dans notre communication quand on présente l'éco-conception parce qu'on est centré sur un produit et on n'a pas la vision globale sur la surproduction. Donc, tu as bien fait de le mentionner aussi. Et surtout, la sobriété, quand on éco-conçoit un produit, en fait, ça fait partie du design d'un produit. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas un produit de la même manière si on considère qu'il faut en vendre plein. Par exemple, imaginons que quelqu'un, c'était un sketch de Karim Duval qui était rigolo sur Made in France, et il voulait inventer le slip chinois et la marque 11083, donc une marque qui faisait le tour du monde. Et il disait de manière cynique, pour rire, qu'il voulait inventer des slips jetables. Bon, ben, en fait, pourquoi pas imaginer un slip jetable super éco-conçu? Oui, mais en fait, si c'est pour engorger nos poubelles, non. Donc en fait, c'est pour ça que la sobriété, pour nous, c'est le préalable à la réflexion de l'éco-conception. C'est comment on amène nos clients à consommer moins et mieux. Et donc, bah, ça génère ça fait hériter la réflexion de plein de sujets et l'éco-conception de plein de sujets. C'est pour ça que pour nous, c'est vraiment au-dessus de la réflexion et ça mérite qu'on l'intègre, qu'on le théorise aussi dans ces réflexions d'éco-conception. Parce que si on ne le fait pas, ben en fait, on va tomber dans une économie de produits éco-conçus, peut-être jetables, qui n'est pas souhaitable. Oui, tout à fait. Pareil Merci Thomas. pareil pour au niveau de la réduction, dans les tableaux d'Adèle, on voit que les tonnes de vêtements collectés progressent, on veut les recycler plus, etc. Mais il manque dans le graphique l'enjeu de réduire notre consommation de vêtements. Elle a explosé en 20 ans ou entre 30 ans, c'est pas raisonnable du tout. Donc nos institutions doivent rappeler qu'on est dans une forme d'excès de la consommation qui est bien plus importante qu'il y a 40 ans, qui est nuisible à notre filière, qui est nuisible à notre planète, qui est nuisible à notre portefeuille. Et donc, on ne peut pas passer à côté de ce sujet-là dans nos présentations, si je peux me permettre. Tu as bien fait de le rappeler. Ok, alors maintenant, ça vous va, on passe aux questions, à moins qu'il y en ait... Enfin, il y a eu d'autres sujets que vous vouliez aborder, mais je pense qu'il y a des choses qui vont revenir avec les questions. Donc, la première question est pour Adèle. Tu parlais du recyclage, de la réutilisation. Pourquoi est-ce que le recyclage est plus intéressant que la réutilisation? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, toutes mes excuses si ce point n'était pas clair. Le recyclage n'est pas plus intéressant que la réutilisation. Effectivement, aujourd'hui, dans toute filière de gestion du déchet, on a pour première mission, quoi qu'il arrive, de respecter la hiérarchie des modes de traitement du déchet. Donc, il y a une hiérarchie pyramidale où le premier mode de traitement du déchet à respecter, c'est bien la réutilisation. Ensuite, le recyclage. Ensuite, la valorisation énergétique. Et puis derrière, l'élimination s'il n'y a aucune forme de solution possible. Donc on essaye au maximum de respecter cette hiérarchie des modes de traitement du déchet. En revanche, ce que je souhaitais préciser dans le cadre de ma présentation, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, en tout cas avec les chiffres de Refashion, c'est qu'il y a une partie des vêtements et des chaussures qui finissent malheureusement
dans la poubelle d'ordures ménagères. Parce que les consommateurs sont mal informés qu'il faut les déposer dans des points d'apport spécifiques, dans des antennes associatives, dans des conteneurs dans la rue, etc. Et ce qui est en mauvais état, il y a une idée reçue chez les consommateurs que ça ne peut pas être déposé dans ces points d'apport volontaires. Donc malheureusement, ça finit dans la poubelle d'ordures ménagères et il n'y a aucune forme de valorisation possible. Ce sera incinéré, enfoui avec tous vos déchets ménagers. Si demain Refashion accomplit sa mission d'essayer d'augmenter la collecte, ça veut dire qu'on va de plus en plus collecter ce qui est en mauvais état. On va de plus en plus sensibiliser le consommateur en lui disant même ce qui est en mauvais état, tu peux le mettre dans ta poubelle, pas dans ta poubelle, dans ton conteneur sur la rue, dans ton antenne d'association, etc. Et donc ça veut dire qu'on va collecter de plus en plus des articles qui sont en mauvais état. Ces articles qui sont en mauvais état, on ne pourra pas les réutiliser, ils ne sont pas en suffisamment bon état pour être reportés. Et donc il faut derrière pouvoir trouver des solutions de valorisation. Et ces solutions de valorisation, le deuxième mode de traitement à privilégier après la réutilisation, c'est le recyclage. Donc c'est pour ça qu'il est pertinent qu'aujourd'hui Refashion investisse sur les technologies de recyclage sur nos territoires, donc en France et en Europe, pour qu'on puisse pallier à l'augmentation des volumes qu'on va collecter et à la dégradation de la qualité des articles qu'on va collecter du coup dans tous ces volumes. Voilà, c'était plutôt ce point que je voulais exprimer, mais à nouveau la réutilisation reste le débouché, doit rester le débouché numéro 1 pour tous les produits en bon état. Il y a aucune raison de retransformer, reprocéder des articles qui sont en bon état et qui n'ont pas lieu d'être recyclés, qui peuvent être tout simplement reportés. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci Adèle. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées là d'un coup. On peut enchaîner avec une question pour Thomas, du coup. Est-ce que vous pourriez nous parler de la fabrication de vos baskets? Oui, alors les baskets, c'est plus compliqué que le jean à éco-concevoir, parce que le jean, en fait, c'est la même matière première, le coton, que l'on vient en masse transformer. On prend le coton, on le file, on le teint, on le tisse, et du coup, c'est assez simple puisqu'on est sur un processus massif à chaque étape, et ça progresse. Dans la chaussure, c'est pas du tout vertical comme ça, c'est horizontal, c'est de l'épicerie, parce qu'en gros, une chaussure, elle est composée de caoutchouc, enfin des semelles, de lacets, de renforts, de mousse, de cuir, de textile, donc plein de composants différents qu'on achète du coup en plus petite quantité. Et comme l'Adèle l'a bien expliqué, plus on mélange les matières, plus c'est galère, notamment avec l'élastane, à démonter. Donc en fait, sur la chaussure, on est beaucoup moins avancé en termes de filière que sur le vêtement. On arrive à recycler des vieux jeans pour refaire des jeans neufs. Donc on boucle la boucle. Par contre, sur la chaussure, on est plutôt dans une manière de limiter l'impact des matières premières que l'on consomme. Donc on va chercher du coton bio, on va être sur des cuirs avec des tannages végétaux, on va être sur des lacets en lin bio, on va être sur des semelles intérieures qui sont en composants recyclables ou recyclés, on va être sur des semelles qui intègrent du caoutchouc recyclé. Mais comme on assemble un nombre de composants différents très diversifiés, c'est compliqué. Il y a des chaussures qui sont plus simples, comme les sandales ou comme les tongs, qui peuvent se rapprocher du monomatière. Et là, on arrive à faire des choses un peu plus puissantes. Mais pour le reste, on travaille plutôt dès l'éco-conception, à rendre les chaussures qui durent longtemps, qui sont ressemblables, qui sont démontables et remontables. Et c'est un peu l'exemple de la chaussure Cécile qu'on a fait avec la Manufacture 49, qui est une chaussure qui est construite, qui est designée pour être facile à réparer et à recycler. Mais du coup, c'est pas le même logiciel que dans le jean, où on conçoit le jean de telle sorte à ce qu'en fin de vie, ça puisse revenir à 100% une matière première pour un jean neuf. Et donc, quelque part, on est plus avancé sur le textile que sur la chaussure à cause de la complexité des composants qui composent une chaussure. Merci Thomas. Je vois qu'il y a quelques questions sur l'ACV, donc je vais peut-être y répondre de façon groupée. Donc on a comme question, est-ce que le logiciel et la base de données de l'ADEME, base impact et bilan carbone, sont adaptés pour la filière textile? Quel est son pourcentage de fiabilité et y a-t-il des bases de données logicielles plus adaptées? Il y a aussi, est-ce que la réalisation d'un ACV pour un produit textile est complexe? Et la dernière, je vais faire une réponse groupée, ça sera plus simple.
c'est comment s'inscrit l'ACV dans les stratégies d'éco-conception des marques engagées. Alors, du coup, les ACV, donc c'est des évaluations environnementales qui utilisent. Donc, on a besoin d'un logiciel et d'une base de données, et on va mesurer les impacts sur le cycle de vie d'un produit. Et donc, pour ça, il faut quantifier les flux qui interviennent à chacune des étapes. Et donc, plus le produit est complexe, plus il y a de flux à récupérer, donc plus de données à collecter. Donc, ça va prendre plus de temps et ça va mobiliser plus d'énergie. Donc, oui, plus le produit est complexe, plus c'est compliqué de faire la CV. Mais d'un autre côté, si on a des données rapidement sur un produit complexe et que c'est sur un autre produit plus simple parce que le fournisseur ne veut pas donner les infos, ça va peut-être plus compliquer l'autre produit. Ensuite, du coup, la CV permet de mesurer l'empreinte environnementale sur différents indicateurs, mais ils n'y sont pas tous. Du coup, notamment les microplastiques, par exemple, l'impact sur la biodiversité n'est pas forcément bien représenté aujourd'hui par les méthodes de calcul. Donc, c'est toujours un outil à compléter avec d'autres types d'outils et d'autres stratégies à mettre en parallèle. Et du coup, aujourd'hui, comment c'est intégré dans les stratégies des entreprises? Pour le coup, en éco-conception, pour nous, il y a différentes étapes à suivre. Et notamment donc cette étape de mesure d'impact. Ensuite, on va réfléchir à des solutions. On va vérifier que ces solutions, il n'y a pas de transfert d'impact et ça agit bien sur les bons indicateurs de l'analyse de cycle qu'on a vu sur l'analyse de cycle de vie. Et derrière, quand on va choisir les solutions, on va refaire une mesure de l'impact de ce nouveau produit éco-conçu pour le comparer avec l'impact précédent. Et du coup, derrière, dans la communication, les marques peuvent communiquer sur ce gain environnemental s'ils ont fait une ACV d'experts robuste et avec une revue critique derrière. Donc c'est un peu, c'est une procédure à suivre pour derrière communiquer sur ce type d'études. Et au niveau des stratégies à mettre en place, après, c'est comme on disait avec Adèle, c'est toujours faire des compromis. Est-ce que ma stratégie de réduction d'impact correspond avec ma stratégie, je sais pas, d'entreprise aussi? Et donc, c'est comme ça qu'on va faire des choix pour réduire les impacts et pour que ça réponde au mieux à nos attentes et à nos besoins. Et après, pour ce qui est des logiciels et bases de données et la base impact de l'ADEME, la base impact aujourd'hui, c'est celle qui est retenue pour l'affichage environnemental textile français. Et du coup, c'est fait pour vraiment obtenir des évaluations environnementales, des ACV, des analyses de cycle de vie simplifiées. Donc, la base de données, elle a un certain nombre de données qui sont assez suffisantes, disons, pour avoir une première analyse des impacts sur le cycle de vie, mais ça reste des données génériques, donc vous ne pourrez pas avoir en détail de jusque l'impact de la culture du coton, de la consommation d'eau qui a été utilisée, ou même dans les étapes de fabrication, il n'y aura pas forcément le détail de l'impact par type de flux et par substance utilisée. Donc ça reste vraiment une vision un peu macro, et si vous voulez une évaluation environnementale beaucoup plus précise, il faudra utiliser des logiciels d'experts et des bases de données d'experts, donc comme EcoInvent, la base de données d'experts européenne qui a pas mal de données sur le secteur textile. Si je peux me permettre pour compléter, je viens d'y penser là, mais ça serait intéressant qu'on s'intéresse au cycle de mort des produits. C'est-à-dire que ça serait un peu choquant de se dire, tiens, bon, là, il y a le cycle de vie quand on l'utilise, puis après, qu'est-ce qui devient? Étudions le cycle de mort d'un produit. C'est un peu glauque et je pense que ça serait une manière habile de questionner les gens sur les déchets qu'on produit par notre consommation. Oui, tout à fait. Mais du coup, je ne sais pas si ça s'adresserait à au même public. Ah, je sais pas, mais je pense que je pense qu'on s'en souvient quand on entend parler du cycle de mort. Voilà. Ouais. Oui, et puis au-delà de ça, la Commission européenne travaille sur des projets de loi de passeport de produits, aussi pour comprendre combien de fois un produit il a été réemployé, réutilisé, est-ce qu'il a été revendu, repassé à la cuisine avant d'arriver sur un tapis de tri, est-ce qu'il a été recyclé, etc., pour en faire un produit neuf. Et aujourd'hui, c'est des données qu'on n'a pas du tout et qui seraient super intéressantes de tracer sur le cycle de mort de chacun des produits et de comprendre ce qui arrive derrière concrètement aux produits textiles et chaussures. Vous l'avez vu, au bout d'un moment, les chiffres de refashion, ils ont leurs limites. On ne peut pas savoir spécifiquement pour chaque produit ce qu'il devient, etc. Et ça serait super intéressant pour nous d'avoir le détail derrière.
Alors, je vois qu'il nous reste plus qu'une minute. C'est passé vite. Je vois qu'il y a une question aussi sur les outils de Refashion. Du coup, Adèle, ce que je te propose, c'est de mettre le lien de la plateforme EcoDesign dans le chat. Comme ça, du coup, les participants pourront aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a à disposition aujourd'hui par Refashion pour aider à la mise en place de l'éco-conception sur la fin de vie. Et puis, désolée, il y a plein de questions du coup auxquelles on ne peut pas répondre, mais voilà, c'est le jeu. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à Thomas et Adèle, du coup, d'avoir animé ce webinaire avec moi. Et puis voilà, je vous enverrai du coup les slides. Ce webinaire sera en replay sur notre chaîne YouTube. Et s'il y a des sujets du coup que vous voulez approfondir, vous avez mon contact. Merci Voilà, beaucoup. merci. Merci à tous, très bonne journée.